Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers et je suis très heureux de pouvoir accueillir un étudiant à la maîtrise en aéronautique à l'Université de Toronto qui développe une nouvelle manière de monter des télescopes, soit sur un ballon stratosphérique. Bienvenue Philippe Boyer. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ben oui, ça me fait plaisir, c'est ça. On s'était rencontrés il y a un certain temps, puis depuis le temps que j'avais appris c'était quoi ton projet, je trouvais ça fascinant, puis il fallait absolument que je t'invite Ouais, au podcast. Fait que je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation, puis tu as l'air vraiment passionné de ton sujet. Des fois qu'on s'en est parlé à l'avance, puis tout, puis j'ai l'impression que tu as tellement de trucs à dire par rapport à ça, puis c'est tellement un sujet vaste, là, tu sais. Fait que en effet. c'est vraiment génial. Moi, je voulais commencer avec. J'avais une question pour commencer qui était un peu ailleurs par rapport à tout ça, puis je me demandais comment commencer ça. Genre, je savais pas comment commencer parce que c'est ça, c'est un sujet Ouais. qui a beaucoup de composants, tu sais. Mm. Fait que je vais aller un peu ailleurs. Toi, dans le fond, tu as fait un baccalauréat à l'Université de McGill à Montréal. Puis après, tu as décidé d'aller faire ta maîtrise à Toronto. C'est là que tu es en ce moment. Moi, je me Ouais, exact. demandais. OK, c'est ça. Et moi, je me demandais, c'est un changement quand même spécial. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent nos profs faire. Moi, en tout cas, le monde que je connais qui font des maîtrises, j'ai beaucoup d'amis qui font des maîtrises, puis ils sont comme restés à Laval. C'est peut-être un thing de Laval, là, de l'Université Laval, mais seulement. Mais je me demandais pourquoi le changement quand même drastique. Tu sais, c'est quand même à peut-être un 8 heures de route à peu près ou un 7 heures de route, Toronto de Montréal, puis c'est une autre université. Pourquoi tu as fait ce changement-là? C'est-tu peut-être comme nos profs, tu avais comme vraiment un sujet dans lequel tu voulais vraiment aller plus profondément? Ou la ville t'intéressait? Ou peut-être autre chose? Ben, c'est un peu les deux. Bonne question. Dans le fond, comme tu as dit, j'ai fait mon bac à McGill en génie mécanique. Puis après 4 ans, j'ai appris à connaître des profs un peu. Puis je me suis intéressé en robotique un peu, puis en aérospatiale. Donc, pourquoi j'étais à Toronto, c'est pour la recherche aussi. C'est reconnu mondialement en aérospatiale. Puis je connaissais un des profs à McGill, qui connaissait un prof à Toronto. Donc, un peu comme tu as dit, il y a beaucoup de profs qui font ça, qui changent d'université. Mais à McGill, c'est quand même reconnu de faire ça. Tu fais ton bac à quelque part, puis ta maîtrise, doctorat ailleurs. Puis moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, un peu diversifier mon éducation, un peu me faire des contacts ailleurs. Puis Toronto, c'est vraiment cool comme ville. Donc, ça a vraiment bien à donner. Ouais, c'est Mm. vrai, c'est comme un tout nouveau network de gens auxquels tu as accès. Là, c'est comme si Ouais, tu avais exact. instantanément accès à une nouvelle source complètement de gens. Puis le Ouais. networking est tellement important, tellement intéressant. Puis Toronto, c'est une ville Mm. énorme. Là. J'avais ce débat-là récemment, je ne sais pas avec qui. Est-ce que pour toi, Montréal est plus grand que Toronto? Je sais pas, je sais C'est une bonne honnêtement pas. question. Là. C'est laquelle la plus grande ville des deux ou la plus C'est grosse, Toronto qui est plus imposante? grand. OK. Toronto, c'est plus grand en termes de population. C'est drôle parce que souvent, quand on dit qu'on est de Montréal, ben, j'ai un autre ami de Montréal. Puis tout le monde me demande est-ce que tu as mieux Toronto ou Montréal? Puis c'est comme la grosse rivalité un peu. Le consensus, c'est que tout le monde dit qu'il préfère Montréal. Mais bon, voilà. Ah, Mais ouais. Toronto, c'est une plus grosse ville. Ouais. Ouais, définitivement que c'est intéressant comme rivalité parce que sur la côte Est, ben, c'est pas tant côte Est, Toronto, mais c'est plus à l'Est, on va dire. Ouais. Montréal, Toronto, ouais, c'est comme les deux grosses villes, tu sais. Fait que je comprends qu'il y a une rivalité. Fait que là, fait que tout le monde dit Montréal, ouais, je comprends. Tu sais, je suis pas allé souvent à Toronto. Puis là, fun fact, ma blonde, en tout cas, elle est à Toronto en ce moment, elle est allée voir un show. Fait Nice. que, ouais, c'est comme intéressant comme parenthèse, là. Fait que, OK, fait que là, t'es allé à Toronto. C'est quoi ce domaine différent-là qui t'intéressait? Est-ce que l'aéronautique, c'était quelque chose que tu avais justement ciblé à l'avance? Ben, j'imagine que oui, vu que des maîtrises, ça se regarde souvent à l'avance. Fait que tu connaissais une connaissance, bon, de ton prof, tu as fait de la mécanique. Je sais pas si c'était un prof de quoi, mais c'est comment que, dans le fond, ça s'est passé, puis comment que tu as réussi à trouver ce sujet-là que tu vas nous parler bientôt? Ouais. Ben, dans le fond, l'aérospatial, c'est assez vaste. Ça comprend le côté aéro, donc les avions, puis le côté spatial. Moi, j'étais vraiment intéressé côté spatial. Puis à Montréal, il y a beaucoup de recherches côté aéro, donc il y a Bombardier, Pratt Whitney, plein de compagnies d'avions. Donc Montréal, c'est vraiment une métropole de l'aérospatial, mais pas nécessairement le côté sur lequel je voulais travailler. Puis ça donne qu'à Toronto, le département de génie aérospatial il est reconnu mondialement, plus pour le côté spatial. Puis plus précisément, il y a beaucoup de profs en robotique spatiale. Puis moi, c'était ça qui m'intéressait. Donc, c'est vraiment le mélange un peu de côté robotique, mais appliqué à l'espace. Donc, on pense au bras canadien, par exemple, ou
whatever. Il y a plusieurs profs qui sont spécialisés là-dedans. Donc, moi, c'était ça qui m'intéressait. Le prof à McGill dont j'ai parlé, c'est un professeur de robotique ou de contrôle un peu, euh, qui lui avait fait son doctorat dans mon lab en ce moment. Donc, il m'a référé à son professeur. Puis lui, c'était mon superviseur à McGill. Là, je suis avec son superviseur de doctorat. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi, puis de contact dans Ouais. cette industrie. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est drôle. T'as le prof à ton prof. T'as de l'ancien prof à ton prof. T'as comme les deux Exact. niveaux instantanément. Est-ce que tu remarques, avant que j'embarque un peu plus concrètement dans le sujet, puis dans un peu le domaine à Toronto, est-ce que tu remarques une différence d'enseignement qui te fait dire, aïe, aïe, ce gars-là, ça paraît qu'il a enseigné à mon prof? Est-ce que tu remarques des Ouais, manières de ouais. parler similaires ou, tu sais, des manières d'enseigner ou de comprendre des choses? Ouais, certainement. Ben, à l'Université de Toronto, il y avait un prof dans les années 80 qui, euh, qui a créé sa propre notation mathématique. En fait, c'est comme une dérivée, c'est comme une façon d'écrire un peu les matrices avec des vecteurs. En tout cas, on OK. n'embarquera pas là-dedans, mais ce prof-là, il a enseigné à des gens qui ont enseigné à d'autres gens. Puis avec cette même notation-là, mes deux profs à McGill et à Toronto, ils utilisent cette notation-là. Donc, c'est quand même drôle de... Fait que j'étais habitué un peu de voir les équations mathématiques écrites avec cette notation-là. Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais en Wow. effet, des fois, des façons de l'avoir appris durant mon bac, ben, ça m'a comme permis d'avoir une structure dans ma tête qui est similaire à ce que j'apprends maintenant. Donc, c'est quand même utile. Il y a beaucoup de C'est... professeurs qui sont Ouais. de même. Tu remarques que comment ils font leurs recherches, c'est pareil comme leurs superviseurs qui sont aussi reconnus dans le domaine. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Mais tu sais, j'ai jamais fait de maîtrise, puis je pense que j'ai jamais eu ce contexte-là, ou peut-être une fois ou quelques fois de savoir qu'un de mes profs s'était fait enseigner par un autre prof que j'avais eu aussi. C'est comme une situation que je trouve Ouais. qui est tellement unique. Fait que j'ai aucun point de référence de ça, mais c'est intéressant de t'entendre dire que c'est comme c'est le cas vraiment. Puis là aussi par rapport à cette notation-là, là, qui honnêtement un peu intrigante, mais j'avoue que tout ce côté-là mathématique, puis tu sais, c'est comme pas tant relié. Ben, j'imagine que c'est pas trop relié avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Fait que ouais, au pire, tu sais, on en parlera peut-être dans une autre émission, un autre épisode du podcast ultérieurement, si ça t'intéresse. Parfait. Si on t'a pas fait peur. Fait que dans le fond, fait que là, mettons qu'on embarque un peu plus dans le sujet, dans le concret. T'as dit que l'université de Toronto, puis en fait, la ville de Toronto avait plus une reconnaissance, puis était plus, on va dire, reconnu pour le côté spatial de l'aéronautique. Fait que tous les véhicules qui peuvent aller dans l'espace, I guess les satellites, tu as parlé du bras canadien. C'est quoi? Tu connais-tu un peu des entreprises qui sont à Toronto qui font Ouais. ça, dans le fond, qui sont spécialisées là-dedans? C'est quoi quelques exemples, dans le fond? Euh, ben, à Montréal, en spatial, il y a MDA, où j'ai fait un stage qui est quand même, c'est pas mal la plus grosse compagnie d'aérospatiale au Canada. MDA à Montréal, c'est concentré sur les satellites. Donc, tout ce qui est développement de missions satellitaires. Tandis qu'à Toronto, MDA, ils ont une branche qui c'est vraiment la robotique spatiale. Donc, eux, ils font euh, le bras canadien, entre autres. Ils font des rovers martiens, entre autres, ou lunaire plutôt. Donc, ça, c'est un peu une différence plus appliquée, plus concrète. Mhm. MDA, c'est vraiment la grosse compagnie. Aussi, il y a Canadensis qui est rendu populaire. C'est un ancien de MDA qui est, qui est allé faire sa propre compagnie. Euh, donc, c'est ça. Il y a plusieurs compagnies un peu appliquées dans l'espace. Je me prends des petites notes. Peut-être je vais essayer de mettre des photos de tout ça par la suite. Fait que c'est très intéressant. Fait que merci beaucoup pour ces exemples-là. Tu sais, si jamais quelqu'un cherche une job là-dedans, ils savent où En effet. envoyer un CV, ces compagnies-là, j'imagine, Ouais, cherchent c'est souvent vrai. du monde. Euh, puis là, ils vont compétitionner peut-être avec toi, je sais pas. Fait que, non, c'est une joke. Je sais pas. Je Pas sais pas, grave, tant mieux. c'est bon. Euh, puis là, fait que là, spécifiquement, ton projet, là, on parle d'espace, on parle de rover, tu me dis que c'est des entreprises qui travaillent dans ces domaines-là, des satellites, mais dans ton cas, on parle d'un télescope qui est embarqué sur un ballon stratosphérique. Donc, on peut quasiment voir ça. Je trouve ça intéressant que tu parlais. C'est un peu. Montréal, c'était plus bon, les airs et Toronto, c'était plus l'espace. Parce que là, un ballon stratosphérique, c'est un peu entre les deux. Là. C'est de même, je le vois. Là. C'est Ouais, quasiment entre exact. l'espace et l'air. Fait que là, t'es comme en train de rider la fine ligne entre les deux. Là. Fait que je trouve ça vraiment drôle.
Fait que comment... Fait que dans le fond, OK, fait que t'as un ballon, t'as un télescope monté sur un ballon stratosphérique. Le projet est un peu centré autour de ça. Puis on pourra embarquer, on pourrait tout de suite un peu embarquer dans... C'est quoi l'objectif de ça? C'est quoi un peu les avantages d'aller monter un télescope sur un ballon stratosphérique? Ouais. C'est une très bonne question. C'est pas très intuitif que mettre un télescope gros comme un auto sur un ballon, c'est une bonne idée. Mais en fait, si on veut observer les étoiles, on a vraiment deux options, c'est-à-dire un télescope terrestre ou un télescope sur un satellite. Right? Donc, il y a des observatoires sur Terre, sur les montagnes, mettons au Japon, à Hawaï, il y a un observatoire au Québec. Ben, c'est des observatoires incroyables, mais il faut qu'ils regardent à travers l'atmosphère. Donc, ça, c'est comme regarder à travers une grosse bulle de flou qui est pas super tout le temps pour l'astronomie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met les observatoires terrestres sur le top des montagnes, à des endroits où il n'y a jamais de nuages, où il fait tout le temps beau. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de l'image. Mais une façon très facile d'avoir une bonne qualité de l'image, c'est mettre le télescope sur un satellite comme James Webb ou Hubble. Donc, deux télescopes super, super connus. Puis ça, la qualité de l'image est incroyable. Donc, c'est un peu comme essayer de prendre une photo avec ton cell à travers la fenêtre. Il va toujours avoir un flou, fait que c'est pas le mieux de baisser la fenêtre puis de prendre la photo après avoir baissé la fenêtre. Donc, c'est un peu ça le principe. Par contre, les télescopes comme James Webb puis Hubble, ça coûte 10 milliards. C'est des projets incroyables sur 30, 50 ans. Peut-être pas 50 ans, mais bon, sur des dizaines et des dizaines d'années. Ouais. Donc, encore là, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir du temps sur James Webb, du temps d'observation sur James Webb à 10 milliards de dollars, qui a coûté 10 milliards de dollars. Donc, avoir un télescope sur un ballon, c'est vraiment un bon compromis entre que ça coûte pas cher, mais en même temps, la qualité de l'image est pas mal meilleure parce qu'on est au-dessus de l'atmosphère. OK. À 30 km. Donc, c'est un peu ça. C'est le compromis entre les deux options. Mais, excuse-moi de t'interrompre. Je me demandais, je comprends, puis là, de ce que je comprends de ça, pourquoi c'est cher d'envoyer, mettons, des télescopes comme le James Webb ou le Hubble dans l'espace, c'est justement pour que ça résiste aux radiations de l'espace, aux températures, aux pressions bizarres, puis le mettre sur une fusée, puis de l'envoyer. Tu sais, des lancements, ça se passe pas tous les jours. Exactement. C'est un peu tout ça, les coûts. OK, fait que là, en disant on le fait sur un ballon, vas-y. C'est plutôt, c'est la fusée qui coûte très cher. Okay. Si tu veux envoyer un petit télescope comme des microsatellites sur une fusée de SpaceX, ça va pas coûter si cher que ça. Mais si tu veux envoyer la grosseur d'un auto sur une fusée SpaceX, là, ça va te coûter vraiment cher. Puis, non seulement ça, mais tu veux que ton télescope, il marche pendant 20-30 ans. Donc, c'est une réalité complètement différente que sur un ballon que nous, on a un vol de 50 jours, puis c'est là qu'on fait notre observation. Donc, tu vois, c'est vraiment deux réalités, puis ça attire deux types de recherches différentes, un peu, on va dire. Oui, parce que vous, dans votre cas, c'est important de le mentionner tout de suite, tu as dit c'est à peu près lourd comme un char. Moi, j'avais noté 3500 livres là, quand même. Ouais, pour le mettre en chiffres, là, c'est tellement haut. Un kilogramme, c'est comme 1000 kilogrammes. Ouais, c'est beaucoup, tu sais. Ouais. Puis je comprends, c'est ça, des fusées, c'est tannant. Puis on avait parlé un peu des micro-télescopes dans l'épisode qu'on avait fait avec Ignitus, qui est un projet étudiant à l'Université de Sherbrooke. Ouais. C'est étudiant qui a fait une fusée, genre de fusée étudiante. Puis il y a un des gars là qui disait qu'il avait participé au CubeSat, là, je pense, de l'Université de Sherbrooke, qui était un petit projet. Bon, t'as l'air familier de la manière que t'en parles avec. Là, il y a beaucoup d'universités qui ont des équipes un peu de CubeSat. Okay. C'est parce que c'est très accessible. C'est comme des satellites qui sont à peu près gros comme je pointe comme je fais en ce moment, mais pour les gens qui sont à l'écoute, c'est à peu près gros comme, mettons, 3 étuis à crayon collés ensemble. Mais il y a différentes tailles aussi que tu peux avoir, mais c'est très accessible pour un étudiant, pour les équipes étudiantes. Puis ça permet beaucoup de recherche. Donc, justement, à l'Université de Toronto, on a un lab qui est super réputé, qui fait des millions de dollars à l'université, qu'eux, ils font juste construire des microsatellites. Donc, c'est vraiment une technologie super intéressante.
J'ai oublié ta Bon. question, dans le fond. Je C'était quoi? sais pas. Ouais, je sais pas où je m'en allais avec ça. C'était juste. Je parlais par rapport au CubeSat, la petite parenthèse par rapport à ce qu'on avait déjà parlé, mais ouais, c'est vraiment fascinant. Fait que là, le projet s'appelle le SuperBit, Super Pressure Balloon Imaging Telescope. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'acronyme? En fait, l'acronyme s'explique assez facilement, là. Bon, ben, Super Ouais, Pressure exact. Balloon Imaging Telescope. Fait qu'un télescope d'imagerie monté sur un ballon à pression Mm. super. Là, le super là-dedans, y a-tu quelque chose de particulier ou c'est vraiment juste pour le Ouais. faire? Ben, souvent, les acronymes en aérospatial, ça va être un peu made up, comme on dit. Ah, ok, ouais. Ça, ça va être juste pour que ça paraisse bien, mais dans notre cas, c'est on utilise un programme de la NASA qui s'appelle les Super Pressure Balloon Program. Donc, c'est des ballons gigantesques qui vont aller à 30 km dans la stratosphère ou 30-35 km dans la stratosphère. Puis, ils appellent ça des Super Pressure Balloons. Puis, ça dure au-dessus de... Ça peut durer jusqu'à 100 jours de vol, en fait. Donc, ça dépend tout le temps de la mission. Nous, notre mission la plus récente a duré, je pense, 40 jours à peu près. Wow, Donc, ok. c'est ça. Fait que là, tu dis que vous utilisez une technologie, donc la NASA, ou vous avez comme vous êtes inspiré de la technologie de la NASA? Non, c'est ça. Dans le fond, si tu veux faire un projet de ballon stratosphérique, tu peux pas créer ta propre ballon, un peu. OK. Faut que tu fasses affaire, vu que c'est très réglementé, faut que tu fasses affaire avec soit la NASA ou le Centre national d'études spatiales en France. C'est eux les deux gros qui ont des ballons. Le centre français, d'ailleurs, ils prêtent leurs ballons à l'Agence spatiale canadienne. Puis il y a un programme au Canada qui s'appelle le programme Stratos, justement que des chercheurs peuvent prendre du temps, puis prendre un peu un petit endroit de la ballonne que tu peux louer pour faire ton expérience. Nous, ce qu'on fait, c'est avec la NASA, parce que nous, on va prendre toute la nacelle au complet, parce que notre télescope, il est gigantesque un peu. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on peut pas vraiment faire nos propres ballons à ce calibre-là, parce que c'est des ballons gros comme un stade de football un peu. Donc, c'est vraiment gouvernemental, c'est réglementé pour la sécurité. Faut que tu envoies le ballon de l'Antarctique ou de la Nouvelle-Zélande ou au Canada, il y a Timmins en Ontario qui est populaire. Donc, Ça fait-tu longtemps que c'est une technologie qui existe, ça, des ballons comme ça? Parce que, tu sais, on a vu ça passer. Puis, tu sais, je comprends que c'est associé avec la NASA, avec tout, parce qu'on veut pas qu'on ait un gros ballon qui se promène, puis que l'on pense que ça vient de la Chine, comme il y avait eu aux États-Unis, là. Tu sais, mm. on sait pas trop c'est quoi, puis tout. Je comprends ça, mais c'est une vieille technologie, ça veut dire, ou c'est relativement nouveau de pouvoir mettre des toiles comme ça, d'une manière cohérente, puis que ça fasse pas un gros crash de feu comme là, j'ai Ouais, oublié le terme, là, je l'ai ici, le le Hindenburg, Hindenburg. là. Tu Ouais, sais, c'est je ça. l'avais mis dans mes notes, là, ce qui était un désastre, là, tu sais, puis on pourra peut-être parler un peu des leçons de ça par rapport à votre projet, là, si tu sais, là. Mais ouais, Ouais. fait que c'est quoi? Fait que ça fait-tu longtemps que ça existe, cette technologie-là? Ben, ça fait longtemps que ça existe. Tu sais, des montgolfières en général, c'est pas très récent. Ça fait longtemps qu'il existe d'envoyer des ballons dans le ciel. Mais comment dire, les programmes de la NASA avec des ballons gigantesques stratosphériques, je pense que c'est assez récent. Puis il y a beaucoup de facteurs sécurité, de facteurs d'avoir de la bonne technologie. Donc, je pense que c'est assez récent. Donc, je pourrais pas te dire exactement, mais depuis les années 90 qu'il y a des vols récurrents de, de, de payload, de charges utiles jusqu'à la stratosphère. OK. Fait que OK, ça fait quand même un certain temps pareil, mais tu sais, on s'entend que ça doit être une technologie qui est quand même relativement simple. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Tu sais, c'est quoi qui fait que ça lève? On en a parlé un petit peu avant, tu sais, avant de Ouais, commencer à enregistrer. Tu sais, comment on fait donc pour faire lever ça? Je comprends que c'est une grosse toile qui est pliée. Ça doit être justement comme Mhm. une montgolfière, comme une flamme, puis... Ouais, c'est pareil. Euh, tu vas peut-être pouvoir mettre une image à l'écran pour ceux qui regardent, mais c'est vraiment, ça ressemble à une montgolfière, sauf que bon, le plastique est différent. Puis nous, ça marche à l'hélium. Donc, quand tu mets de l'hélium dans un ballon pour enfants, le ballon va flotter dans les airs. Donc, c'est le même principe. Le principe de base, c'est que la densité de l'hélium est plus basse que la densité de l'air. Donc, ça veut monter, dans le fond, au-dessus de l'air. C'est ça le principe.
Puis la NASA ou n'importe quel programme de ballon, ce qu'ils font, c'est ils réglementent avec une valve l'hélium qui va dans le ballon. Puis au début, ça ressemble un peu comme une goutte d'eau inversée, mais plus tu montes en altitude, plus l'air prend de l'expansion. Fait qu'une fois à 30 km, vraiment, ce qui a de l'air d'une goutte d'eau inversée au départ, ça finit que c'est vraiment un ballon de soccer gonflé à bloc. Donc, ouais. c'est vraiment intéressant, ouais. Ça Puis, grossit, tu ok. peux réglementer un peu l'altitude en fonction de l'hélium que tu mets puis que tu sors du ballon. Donc, c'est un peu ça le principe de base. Fait que vous utilisez sûrement Ouais. les vents pour le diriger. Vous n'avez pas vraiment de dirigeable. Ouais. J'imagine dedans, il n'y a pas vraiment de volant. C'est pas un drone. Non, Tu sais, c'est tu te laisses un peu aller, puis tu le ça. descends, Exact. puis tu contrôles les valves à distance, sûrement. Ouais, exactement. Mais souvent, tu veux atteindre une altitude, nous, je pense que c'était 33 km. Donc, souvent, tu n'as pas tant besoin de diriger les valves ou l'hélium qu'il y a dans ton ballon. C'est vraiment juste un ballon qu'on laisse dans l'atmosphère puis qui va flotter puis qui se fait pousser par les vents. Donc, notre ballon, on a eu une mission en avril de 40 jours, comme j'ai mentionné. Puis le ballon, il a été envoyé, puis il fait juste le tour de l'Antarctique. Donc, je sais pas si tu as vu l'image, mais bon, on a une Ouais. image sur notre Instagram on passe de la Nouvelle-Zélande, on fait des tours de l'Antarctique parce qu'on suit le vent saisonnier, puis la rotation de la Terre aussi. Donc, Ouais, je vais mettre l'image, là. C'est vraiment impressionnant de voir ça aller, là. Tu sais, juste en 40 jours, le nombre de tours d'Antarctique qu'il fait, là. En tout cas, tu sais, puis ouais, c'est juste parce exact. que ça doit pas aller tant vite que ça. Ça va à peu près quelle vitesse à ce moment-là? 40 km/h? Je pourrais pas te dire, honnêtement, mais je pense que ça va quand même vite. Je sais pas trop, là. En Ok. fait, mais c'est une vraiment grosse ballon, donc ça Ouais. prend quand même de la vitesse. Puis on est capable justement avec nos senseurs de tracker un peu la vitesse, comment la ballon elle tourne. Des fois c'est drôle parce qu'on voit un drop en altitude, donc à dropper de, mettons, 40, 40 mètres ou je sais pas. Fait que on peut vraiment analyser la santé de la ballon en fonction de ce qu'on reçoit par télécommunication. Ouais, t'as l'air d'être assez à l'aise avec beaucoup de détails, de l'analyse des données de ça, puis ça m'amène un Ouais. peu, tu sais, au sujet de ta maîtrise, j'imagine, tu sais. T'as fait Ouais. un bac en génie mécanique, puis là, t'es plus en astrophysique. C'est quoi un peu ton implication puis ta collaboration au projet, maintenant qu'on comprend un peu plus c'est quoi, là? Ben moi, je fais le côté mécanique et robotique du télescope. Donc, quand on pense à un télescope, souvent, on va avoir un point de vue un peu scientifique. On pense à ça comme un instrument de mesure ou un outil qu'on utilise pour faire de l'astronomie. Mais en ingénierie, nous, dans notre lab, on regarde ça comme un bras robotique, en fait. Donc, tu peux imaginer un bras robotique, c'est des liens qui communiquent par des joints avec des moteurs. Un télescope, c'est la même chose. On a des liens. Ils sont pas vraiment dans la même forme qu'un bras, mais c'est des liens qui sont reliés par des moteurs. Puis au final, ce qu'on veut, c'est avoir une position ou une orientation de notre organe terminal. Donc, j'ai vu que tu avais fait un podcast justement récemment sur la robotique. Je l'ai écouté, c'était super. Non, Mais c'est un merci. peu les mêmes principes. En robotique, si tu es dans une industrie puis tu as un bras robotisé qui prend une boîte ici puis qui va la porter à côté, ben, ce qui t'intéresse vraiment, c'est la position puis l'orientation de ta main, donc de l'organe terminal. Le télescope, c'est la même chose, sauf qu'on se fout un peu de la position. Tout ce qu'on veut, c'est l'orientation. Il faut que ça pointe l'étoile. Il faut que ça pointe de manière super précise. Puis, donc, pour ceux qui sont en robotique, c'est comme vraiment pointer ton axe des Z sur l'organe terminal. Il faut que tu le pointes avec une précision incroyable. Donc, c'est un peu ça le principe. Puis, moi, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle du pointing control. Donc, comment pointer ce bras robotisé-là de façon très précise. OK, puis, OK, ben c'est ça, là, il y a beaucoup de choses à unpack dans ce que tu viens de dire. C'est vraiment Ouais, exact. intéressant, tu sais. Ouais, fait que là, premièrement, merci d'avoir écouté l'épisode sur le bras robotique. Puis oui, il y a beaucoup de bases là-dedans. Puis c'est un sujet qui revient souvent, la robotique. Normalement, étant en mécanique, toi puis moi, j'ai un réseau de contacts qui est plus proche de la mécanique. Puis c'est plus Ouais. des sujets qui reviennent. Puis c'est vraiment intéressant aussi, la robotique. Fait que c'est parfait. Mais tu sais, OK, je comprends, là, tu dois viser ton télescope.
dans les étoiles, tu dois viser une étoile en particulier. Tu prends comment? C'est qu'on a des données mathématiques, on connaît exactement notre emplacement, on connaît l'emplacement dans les étoiles de cette étoile Ouais. en particulier, puis on essaie juste de se baser là-dessus. Ou est-ce qu'une fois qu'on regarde vraiment les étoiles, on essaie de générer une carte de ce qu'on voit, puis basé là-dessus, on essaie de s'aligner en Ouais, détail? exact. Dans le fond, c'est les deux choses que tu viens de dire. Premièrement, ce qu'on fait, c'est un principe de Star Tracker qu'ils appellent. Donc, il existe des cartes de l'étoile, du ciel extrêmement précises. Donc, on va venir utiliser ces cartes-là pour se localiser dans le ciel. Okay? Une fois qu'on s'est localisé autour d'une étoile, puis on sait c'est quelle étoile, là, ça va être du contrôle. Donc, comme en robotique, comme un feedback loop un peu. C'est un gros feedback loop, on a plein de moteurs, puis on va faire un feedback loop qui va venir diminuer l'erreur pour pas que l'étoile bouge sur la caméra. Donc, c'est à peu près ça. Okay. Fait que si... Okay. Ouais, exact. Ah, ouais, ben, je pourrais juste rapidement résumer les feedback loops, puis on en parle souvent dans les épisodes, Ouais, mais c'est ça. mettons quelqu'un qui arriverait aujourd'hui, commencerait avec cela aujourd'hui, c'est vraiment de dire, on prend notre position, on regarde où c'est qu'on est par rapport à l'étoile qu'on souhaite aller, on mesure la différence, on fait un ajustement, on mesure la différence, on fait un ajustement, on fait la différence jusqu'à temps qu'on aille converger finalement. Fait que là, je t'ai comme interrompu, excuse-moi, mais... Non, mais c'est ça. C'est parfait parce que c'est ça que je m'en venais de dire. C'est comme si tu veux réguler un peu la température dans ta chambre. Tu dis, je veux mettre la température à 22. Ça, c'est équivalent à nous qui dit, OK, on veut que l'étoile soit là dans la caméra. Après, ton système, il va dire, OK, on est à 20 degrés Celsius, donc je vais réchauffer un peu. Fait que là, tu fais de l'itération, tu changes, tu réchauffes un peu. Là, tu es rendu à 21, tu réchauffes encore un peu. Si tu as dépassé 22, tu diminues. Bon, bref, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Sauf que nous, on regarde l'étoile, on dit, OK, il faut se tasser un peu à droite, on se tasse un peu à gauche, on monte. Donc, c'est ça, sauf que nous, il faut être extrêmement proche de notre 22 degrés Celsius. Il faut pratiquement être, vu qu'on veut prendre une image qui est pas floue au final. Donc, ça engendre beaucoup de boucles de feedback et plusieurs moteurs différents qui vont venir tous ensemble stabiliser l'étoile sur la caméra. C'est vraiment fascinant. Est-ce que au moins, vous n'êtes pas au sol, fait que j'imagine qu'il n'y a pas des vibrations. Il n'y a pas tant de vibrations que ça, j'aurais tendance à imaginer. Ouais. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de vibrations. OK, il y en a quand même. Parce qu'on est attaché à un ballon, puis le ballon, comme je t'ai dit tantôt, il suit les vents saisonniers, dépendamment il est où. Donc, c'est un ballon qui va tourner, une seconde, il va tourner à 200 ou whatever, je sais pas, 200 tours par minute. Puis l'autre seconde, il va arrêter de bouger, là, il va tourner à droite. En tout cas, OK. C'est quand même beaucoup de choses c'est beaucoup de choses à compenser si tu veux pas pointer. C'est un peu comme avoir un pointeur laser. Puisque je disais que c'était une contrainte de pointage très stricte, je vais faire l'analogie. C'est comme avoir un pointeur laser puis essayer de pointer quelque chose. Si tu essaies de pointer une vis sur ton mur, c'est quand même dur, tu vas vibrer. Mais imagine si tu es sur un train ou un métro, puis tu essaies de pointer une vis, ben là, tu vas vibrer en masse, puis ça va être vraiment dur à pointer. Sauf que nous, notre objectif, puis ce que notre télescope a fait comme pointage, c'est comme pointer ton pointeur laser dans le trou d'une aiguille pendant 60 minutes sans toucher les côtés, sauf que l'aiguille est à 3 km de distance de toi. Ah, c'est incroyable. Fait que si tu es à Lévis, faut que tu pointes dans le trou d'une aiguille sur le top du château Frontenac pendant 1 heure sans toucher les côtés. Fait que c'est un peu... C'est drôle de dire comme ça, mais on est capable de l'atteindre. Ouais. C'est quoi? C'est l'étoile que vous avez regardée dans votre dernier test en avril, c'est à peu près à quelle distance? Est-ce que tu t'en souviens? Peut-être que tu t'en souviens pas par cœur. Je sais pas trop, en fait. Okay. On regarde souvent pas nécessairement des étoiles. L'étoile qu'on utilise pour pointer, c'est vraiment une étoile arbitraire qu'on regarde pas. C'est juste pour s'aligner correctement. Mais ce qu'on regarde, c'est pas des constellations, des amas de galaxies, entre autres. OK. On en parlera tantôt un peu de qu'est-ce qu'on recherche en physique. Mais on regarde des amas de galaxies, vraiment des photos un peu comme Hubble a pris. On a des comparaisons d'ailleurs, Hubble et notre télescope. C'est quand même cool. Ouais, les piliers de la création, des affaires comme ça, des belles grosses photos. C'est
wow, c'est vraiment hot. Tu sais, est-ce que des photos comme ça, souvent, je sais qu'il y a du touch-up qui est fait en Lightroom ou dans des logiciels d'images, mais là, les images que vous avez mis, c'est ça, c'est-tu touché un peu? Tu sais, des fois, on peut toucher un peu avec l'exposition. Tu sais, il y a Ouais, du travail que tu peux faire. OK, parce que c'est très ouais, beau, exact. là, mais c'est Non, des c'est fois. ça. Souvent, c'est Ouais. touché parce que ce qu'on reçoit de la balloon, c'est des bits un peu. C'est des données OK. de la caméra, de pixels, puis du pourcentage de coloration du pixel, entre autres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre toutes ces données-là, tous ces petits pixels, en fait, ces tables de pixels, puis on vient les compiler ensemble. On vient mettre de la couleur pour accentuer certaines choses, comme la température ou ben, des contrastes de lumière, etc. Donc, toutes les photos un peu, c'est ce que ton cellulaire il fait aussi si tu prends une photo. Il va venir toucher la photo en fonction de l'éclairage ambiant, whatever. Donc, nous, il faut le faire manuellement, par exemple. Donc, c'est ça. Ça a l'air d'être vraiment beaucoup de physique. Tu sais, c'est quoi les trucs Ouais. que tu avais fait de la mécanique, OK, tu avais un bac en mécanique, mais là, tu arrives là-dedans, dans ce monde-là, qui est vraiment plus de l'astrophysique. Ouais. C'est quoi les différences? C'est quoi les nouvelles trucs que tu as appris, justement? Ben, comme tu dis, c'est un gros changement parce que moi, je suis dans deux labs en même temps. Mon lab en génie, c'est mon superviseur qui supervise mon projet, mais mon projet est dans un lab d'astrophysique. Fait que ça, c'est collaborer avec des gens dans le fond, notre collaboration, c'est l'Université de Toronto, l'Université Princeton, puis l'Université de Durham en Angleterre. Puis il y en a quelques autres collaborateurs, mais en gros, c'est tous des physiciens, des astrophysiciens. Puis je trouvais que moi, le plus grand challenge, c'était vraiment de faire de la traduction. Parce que ces gens-là, c'est pas des Ah, ingénieurs. Ils savent pas c'est quoi. Des fois, il y a des choses que toi, tu prends pour acquis, comme, je sais pas, un couple. Tu sais, c'est quoi un couple? Comme un moment de force, whatever. Eux, ils comprennent. Il faut que tu fasses la traduction pour certaines affaires, comme un feedback loop. On l'a ouais. expliqué plus tôt, mais c'est des petites affaires qu'il faut vraiment, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un en physique, il faut que tu fasses la traduction euh, dans eux ce qu'ils veulent dire, puis dans toi ce que tu veux leur transmettre. Puis aussi, c'est beaucoup d'apprentissage en physique, en optique. Euh, moi, j'ai pas fait d'optique vraiment, à part dans un stage à l'Université Laval, mais c'est apprendre des choses qui n'ont pas été apprises dans mon bac. Donc, c'est beaucoup de, d'apprentissage puis de changement. Mais c'est souvent ça à la maîtrise en général. Faut que tu apprennes des trucs que tu n'as jamais vus puis tu te débrouilles un peu. Ouais. Ouais, ça doit être, c'est ça, les défis, t'es comme un peu tout seul là-dedans. Puis là, c'est surprenant que tantôt, tu avais l'air de t'y connaître pas mal dans le ballon, puis là, j'apprends que c'est ça, mais aussi, tu as travaillé beaucoup sur le télescope. Ouais. Tu sais, le ballon a l'air d'être un peu une technologie que vous avez comme quasiment empruntée. Euh, Ouais. Est-ce que... C'est un peu une question que j'avais par rapport justement au ballon, tu sais, avant de revenir un peu dans l'optique puis dans le télescope, mais est-ce que, prenant en compte la variation de la gravité en faisant monter le ballon dans les airs, tu sais, la gravité qui change légèrement quand on monte, est-ce que ça Ouais. s'était pris en compte ou c'est pas Ben, pas vraiment tant. pas tant vous, dans le fond, est-ce que vous mettez juste Mm. une commande de hauteur puis le ballon s'occupe du reste? Ouais, exact. OK. Mais nous, dans le fond, notre équipe travaille vraiment proche, vraiment en collaboration avec la NASA. Puis c'est plus eux qui s'occupent de tout ce qui est ballon, puis nous, on s'occupe de tout ce qui est payload. Mais il y a beaucoup d'aspects qui vont être décidés en groupe. Euh, donc, l'aspect gravité, c'est pas nécessairement un aspect qu'on considère parce que c'est un peu négligeable. OK. Mais il y a beaucoup d'autres aspects à considérer comme la sécurité de la mission. Est-ce que, comme il y a plusieurs, nous, on était vraiment chanceux de faire 40 jours, mais il y a plusieurs missions qui ont été aborted. C'est quoi en français? Aborted, en tout cas. Ouais, ben, on Qui ont, pourrait qui ont dire été abandonné terminées, simplement, là, mais... qui ont été abandonnées direct sur la place de lancement, là. Ils étaient tous prêts à lancer, puis là, OK, il y a un problème, on cancelle tout. Aïe, Donc, aïe. c'est beaucoup de bureaucratie aussi avec ces organismes fédéraux, là. Ouais, il y a beaucoup de normes, beaucoup de Mhm. procédures sûrement. Ouais, donc c'est pour ça qu'un peu je connais les aspects sur lesquels j'ai pas travaillé parce qu'un peu il faut le connaître dans les procédures puis même dans le design du ballon ou du télescope. Je veux dire.
Ouais. OK, fait que c'est ça, c'est un petit peu à part. Puis là, je le mentionne parce que je l'avais pris en note. C'est quand même à 108 000 pieds d'élévation là, de ce Ouais, que je me suis exact. rendu compte de ce qu'il peut aller. Fait que tu sais, un avion commercial, je pense que c'est 33 000 pieds, là, si on veut Mhm. comparer à peu près. Fait que c'est quand même 3 fois plus haut que quand on prend l'avion, là, tellement que c'est haut. Ouais. Tu sais, c'est énormément haut. Fait que je comprends qu'à cette hauteur-là, il y a beaucoup d'aspects de sécurité qu'on veut avoir, beaucoup d'éléments de sécurité, puis des normes et tout ça, là. Ouais, Euh, exact. Parce que tu veux pas que ouais. ça retombe sur un endroit habité. Ça Ouais, serait très mauvais. ben Parce- oui. Mais en fait, nous, comme tu as dit, c'était 108 000 pieds, c'est à peu près 33 kilomètres. Puis à 33 kilomètres, dans le fond, on dit que l'espace, c'est à 100 kilomètres. Mais l'espace, ou l'atmosphère, c'est un peu un gradient de gaz, un peu. C'est pas vraiment une bulle comme on peut imaginer une bulle dans l'eau. Il y a pas de délimitation entre l'espace et l'atmosphère. Donc, nous, on est à 30 kilomètres et on est au-dessus de 99% de, des molécules d'air un peu de l'atmosphère. Donc, c'est quand même C'est. impressionnant. Ouais, oui. Fait que ça veut dire que, mettons, à 100 km, c'est genre 100% de l'espace. C'est ça que tu Ouais, dis? ben, même si c'est pas 100%, parce que, tu sais, même quand on pense au vacuum de l'espace, c'est une pression pratiquement de zéro, mais c'est pas zéro Hmm. parfaitement, parce qu'il va toujours avoir une petite molécule un peu partout. Tu sais, tu comprends? Mhm. C'est un peu une question de pression, puis sur Terre, on est à 1 atmosphère, puis quand tu montes, nous, on est pratiquement à zéro, mais tu sais, c'est peut-être 0,1123, mais quand même, c'est très avantageux pour l'astronomie, puis comme je disais Ah tantôt, oui. la qualité de l'image. Ça va peut-être être une question niaiseuse, mais là, j'imagine le gros ballon, le télescope. Là, ton télescope, tu l'enlignes clairement pas vers le haut, tu l'enlignes pas vers le ballon, vers le haut. Tu l'enlignes sûrement comme de Ouais, manière horizontale, puis là, quand t'es très haut, tu regardes comme à l'horizon, dans le fond, là. C'est ça. Ben, ouais, c'est un peu exact. ça. C'est à peu près ça. Ça dépend un peu ce qu'on veut regarder, mais si on veut regarder les piliers de la Terre, par exemple, on va savoir qu'ils vont être à tel on dit alt azimut, en tout cas, à telle position dans le ciel. Donc, on va orienter. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne ça à notre système. On dit, OK, on veut regarder exactement là. Notre système va orienter les moteurs pour suivre l'étoile. Un des trucs qui rend ça complexe, c'est que le ciel, il est pas fixe il est pas fixe constamment. Donc, tu sais, le ciel, il tourne. Mhm. Donc, si on veut avoir une image carrée, nous, il faut regarder l'étoile comme ça, puis il faut tourner notre champ de vision en même temps. Donc, ça implique plusieurs moteurs qui doivent vraiment suivre l'étoile dans sa rotation autour de l'étoile polaire. Euh, puis c'est ça engendre beaucoup de problèmes intéressants en ingénierie, puis justement en contrôle. On dirait que je veux vraiment le voir, le télescope. On dirait que je l'avais pas bien vu dans les images que j'avais déjà vues. Tu sais, il y a beaucoup d'images Ouais. de l'espace et tout ça. Il y a pas autant, il s'est pas autant concentré sur le télescope en soi, mais là, tu as dit, on sait que c'est à peu près lourd comme un auto. C'est à peu près sûrement gros comme un auto aussi. Tu sais, c'est Ouais, c'est ça que quoi? je te dis. C'est ça, ok, c'est quoi la longueur? Il y a combien de moteurs au final là-dedans? Tu sais, ça ressemble à quoi? Ouais. Dans le fond, la grosseur, c'est à peu près gros comme un auto. Puis ça, c'est seulement ce qui est attaché au ballon. Donc, on a une corde qui attache en haut à un pivot. Puis après, on a un peu notre télescope de grosseur automobile, on va dire. Donc, ça ressemble, un télescope, souvent, on s'imagine un cylindre. Mais pour les télescopes spatiaux, on va pas nécessairement avoir de cylindre. Ça va plus être un miroir. Ça va être seulement le miroir primaire qui va déterminer un peu la structure du tout. Nous, ça donne qu'on a un cylindre, en fait. Donc, c'est super pour le PR. Mais donc, on a un miroir primaire. C'est à peu près un demi-mètre de diamètre. Donc, si on peut s'imaginer un mètre, un demi-mètre de diamètre, ça, c'est le miroir primaire. Autour de ça, on a une structure parce que la vibration est vraiment importante. C'est vraiment important d'éliminer la vibration. Donc, plus tu ajoutes de structure, moins il y a de vibration. Donc, c'est un principe mécanique assez simple. Donc, on a une structure autour de ça, mais en même temps, on est limité à une certaine masse de 1 tonne. Donc, comme je disais tantôt, 3000, on va dire 3000 livres. OK, puis là, le La grosseur. miroir, là, je comprends que vous avez un miroir primaire qui a dit à peu près un demi-mètre en longueur.
OK, il y a beaucoup de masse, il y a de l'amortissement, probablement des ressorts et Mhm. tout ça pour éliminer un petit peu les vibrations. Ça ressemble à quoi un peu le concept du miroir secondaire, là, s'il y en a un? J'imagine qu'il y en a un, c'était du Ouais. miroir primaire. Peux-tu un peu nous expliquer comment les deux interagissent ensemble, comment un peu fonctionne généralement un télescope comme ça? Ouais, ça, c'est un des enjeux d'ingénierie qui est très difficile, c'est que le télescope sache ces deux miroirs sont où à n'importe quel moment. Donc, ça revient un peu au podcast que tu as fait il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment savoir sont où tes joints parce que ton miroir, il va vibrer, ta structure, elle va vibrer. Donc, si tu veux vraiment bien pointer, tu dois synchroniser tes deux miroirs pour qu'ils vibrent Hmm, ensemble, OK. puis un peu modifier. Donc, pour ceux qui savent pas comment ça marche, c'est un miroir primaire, donc comme un miroir dans ta salle de bain, qui va venir attirer la lumière, mais il va être un peu concave, puis il va rediriger les rayons sur un petit miroir qui est en avant. Donc, si je pointe vers toi, le miroir secondaire est plus proche de toi que le miroir primaire. Je reçois la lumière, ça se redirige sur le miroir qui est proche de toi, puis après, ça se redirige encore à l'intérieur dans un trou du miroir primaire. C'est à peu près ça. Désolé si c'était pas une très bonne explication, mais Je trouve que c'était une super explication, là. J'ai exact. un petit peu de Donc, background là-dedans, mais je trouve que c'est une super explication, honnêtement. Bien, ouais, je vais c'est mettre vrai. je vais mettre une image en même temps, là, peut-être pour illustrer un peu justement l'interaction entre les deux, OK. entre les deux miroirs. OK, fait que là, ce que tu dis, c'est que vous contrôlez. Tu sais, là, on comprend donc que les miroirs primaires et secondaires doivent être alignés assez parfaitement. Là, tu sais, il y a un qui reflète les rayons dans l'autre. Mhm. Vous alignez, vous contrôlez, vous ajustez en temps réel la position des deux miroirs un par rapport à l'autre. J'ai-tu bien compris? Ou c'est Ouais, juste que mais c'est c'est fixe? plus le miroir secondaire qui va venir être ajusté. On appelle ça un peu tip tilt. Donc, il va être ajusté un peu comme si tu essaies de rediriger la lumière du soleil dans les yeux de ton ami avec ton cellulaire. C'est un peu le même principe. Tu vas rediriger la lumière vers, comme dans ta boucle de contrôle, vers le point que où tu veux pointer. Puis moi, c'est ça mon projet de maîtrise. C'est faire du contrôle optique avec des miroirs qui peuvent être tip and tilt, qui peuvent être orientés différemment pour minimiser les vibrations ou le jitter qu'ils appellent. Fait que c'est vraiment, toi, tu te concentres vraiment donc sur le miroir secondaire. Ou y a-tu d'autres miroirs que ces deux-là? Moi, je me concentre. En fait, le miroir secondaire, je me concentre pas là-dessus tout de suite. Mais d'ailleurs, le télescope il est déjà construit. Donc, parenthèse, notre télescope Superbit est déjà construit. Puis, ça fait plusieurs années, on a fait plusieurs campagnes. Donc, moi, vraiment, je travaille sur un peu le successeur de Superbit. Donc, le prochain télescope qu'on va Hmm, faire. le Puis 2. là, on est en train de voir quel genre d'optiques sont nécessaires pour un télescope qui est beaucoup plus gros. Donc là, au lieu d'avoir un demi-mètre de diamètre comme miroir, on va avoir 1,3 mètres de miroir. Fait qu'on plus que double. Puis ça va être le plus gros télescope embarqué sur un ballon jamais fait. Puis ça fait une rivalité même avec le télescope Hubble des années 2000. Donc, En termes ça de va être quoi? vraiment En termes de grosseur? en termes de qualité d'image, Wow. puis de à quelle précision tu peux pointer. C'est quoi la. Puis comparé au James Webb, parce qu'on connaît le James Webb, parce qu'on entend beaucoup parler, là, il Ouais, est mais James rendu. Webb, ça se compare pas trop. James Webb, c'est pas mal meilleure qualité, comme je dis, mais OK. il y a à peu près un facteur de 1000. Nous, c'est pas mal 1000 fois moins cher. Donc, OK. Ouais, donc OK. on est capable d'accepter une perte de qualité si ça nous coûte 1000 fois moins cher. Tu vois. Tant que c'est pas 1000 fois moins en qualité, dans le fond. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, exactement. Est-ce que. Je suis juste curieux. C'est ça, OK, ben je comprends que là, c'est assez énorme, là, le nouveau. Est-ce que tu pourrais nous aider un peu à comparer, c'est quoi les magnifications? Est-ce que tu les connais, les magnifications de genre le nombre de fois qu'on amplifie l'image, mettons le premier par rapport au Ouais. deuxième, ou peut-être pas là non Ben, c'est un plus? peu comme j'ai dit, c'est un peu une question de l'aiguille que j'ai dit tantôt. C'est un peu ça l'ordre de grandeur. OK. Nous, on veut pointer à 20 milliarcs-secondes. Donc ça, c'est un peu, imagine sur une caméra, le rayon dans lequel ton étoile elle peut bouger. Nous, c'est 20 milliarcs-secondes. Okay? Donc, une arc-seconde, c'est une division d'un degré. Donc, un degré, si tu divises un degré en 60, c'est une arc-minute.
Après, si tu divises une arc-minute en 60, c'est une arc-seconde. Puis nous, on veut 20 milli-arc-secondes. Aïe, aïe. Donc, D'accord. c'est comme diviser un degré par 3600. Puis Hey, après, tu c'est... veux 20 milliards de secondes de ça. Donc, OK, c'est j'avoue que quand même c'est... Ouais, incroyable. ouais, c'est vraiment, Mais vraiment... James Webb, potentiellement, c'est encore mieux que ça parce que ça coûte pas mal plus cher. La Ouais. technologie est pas mal plus évoluée. Euh, donc, Ouais. exact. C'est ça. Vous avez vraiment, c'est ça qui est intéressant, vous autres, vous avez vraiment un télescope qui est comme vraiment plus low cost, quand même assez efficace quand même, puis c'est vraiment aux frontières de l'innovation. Là. Fait que, tu sais, pour moi, Ouais, c'est beaucoup ça de l'ingénierie. Là, tu sais, c'est faire avec ce que tu as, pas cher, de qualité, tu sais, c'est ça. en Ouais. peu de temps, si tu es capable. Fait que je trouve que dans ce sens-là, c'est ça qui est vraiment intéressant. Là. Mhm. Est-ce que, je pense que c'est quand même un bon moment pour demander comment est alimenté le gros télescope? Tu sais, je comprends que c'est sûrement avec des batteries, là, c'est sûrement électrique, mais tu sais, si c'est ça, les batteries sont grosses comment? Ça doit être énorme, là, tu sais. Ben, je sais pas si c'est Ouais. beaucoup de courant que ça demande. Ben, dans le fond, c'est des batteries, mais ça serait beaucoup trop gros d'avoir des batteries qui chargent constamment le télescope. Donc, ce qu'on fait, c'est que pendant la journée, il n'y a pas d'étoiles. Donc, on recharge avec les batteries avec des panneaux solaires. Et pendant la nuit, on fait de l'observation. Donc, à chaque jour, tu recharges ta batterie. Puis à chaque nuit, tu fais de l'observation. Donc, on a des gros panneaux solaires. D'ailleurs, tu peux le voir dans les photos que tu vas partager ou sur notre Instagram. On a des gros panneaux solaires qui viennent charger les batteries. Donc, ça marche par énergie solaire. OK, et puis là, en plus, vu que vous êtes plus haut, puis ça, je vais essayer de mettre les images, vu que vous êtes plus haut, ça veut dire que sûrement que vous avez plus accès aux rayons du soleil ou plus Ouais, d'énergie de ça, exact. dans le fond. Puis il n'y a pas de danger d'avoir des nuages dans les jambes ou d'avoir de la neige ou d'avoir des tempêtes, Non, là. c'est ça. On s'entend. Exact. Il y a tout le temps accès au soleil. OK, ah, D'ailleurs, c'est intéressant. On peut, euh, on peut dire dans quelle orientation notre télescope il pointe. Parce qu'une chose qu'il faut pas faire, c'est pointer le soleil avec le télescope parce que ça va venir deep fry tes circuits puis ta caméra. Donc, on peut voir l'orientation de notre télescope en fonction des panneaux solaires, en fonction du reading que notre panneau solaire va avoir. Donc, si tu es à 100%, ben, probablement que tu es perpendiculaire au soleil, puis si tu es à 0, ben, tu es à l'inverse, tu comprends? Ah ouais, fait que vous Donc, basez c'est quand même là-dessus, intéressant. c'est une donnée que vous utilisez là, pour enligner tout Ouais, ça. mais c'est juste vite fait. Il y a d'autres façons de faire, mais vite fait, on peut le voir de même. Aïe C'est aïe. intéressant. Ouais, vraiment, ouais, j'aurais pas pensé ça pour de vrai. Là, avec tous les capteurs que devez avoir là-dedans, tu sais, j'aurais pas imaginé que ça ferait partie des choses que vous utilisez. Fait que c'est hot, ça veut dire que ça, vous faites avec un peu ce que vous avez, là, finalement, tu viens un Ben, peu c'est ça. économiser. C'est quoi? Fait que là, OK, fait que les batteries que t'as qui te font rouler d'abord une nuit complète, ou ouais, c'est Mhm. ça, une nuit complète, sont-tu grosses, eux? C'est-tu beaucoup de batteries qu'on parle, ou sur 3600 livres? Ben, c'est surprenamment pas tant gros quand tu regardes comparé au télescope. C'est en dessous du télescope. Puis je pense que, parce que je suis pas trop sûr, mais je pense que la NASA s'en occupe aussi des batteries. Euh, c'est un payload un peu. Faudrait que tu montres une photo, mais c'est vraiment la partie en dessous du télescope que c'est les batteries. Puis c'est surprenant. C'est pas comme si c'était la même grosseur que le télescope, tu comprends? Un Ouais, ordre OK. de grandeur, mettons, c'est comme 10% de la superficie, on va dire, ou OK. du air, du volume plutôt. Du volume. OK, 10%. OK, ça me donne une bonne idée. Ah, merci. Puis, OK, nice. Bon, tu sais, on commence un peu, tu sais, on a quand même parlé beaucoup de sujets, tu sais, un peu général. On commence à s'aligner quand même vers la fin, mine de rien, tu sais, de tout ça, tu sais, puis il y a Ouais, sûrement, on pourrait sûrement parler, là, pendant des heures de tout ça. c'est Moi, vrai. je me demandais, tu sais, puis là, tu sais, je t'ai épargné jusqu'à maintenant les questions de physique. Tu sais, je m'étais noté des questions, tu sais, des calculs, des mesures à prendre en lien avec le projet. Là, la matière noire, j'avais lu des affaires Mhm. là-dessus, le Ouais, spectre UV, explication du spectre de lumière. Tu sais, c'est ça vrai. vaut-tu la peine d'en faire une petite parenthèse? Tu sais, tu peux nous parler un Ouais, peu de certainement. toi, comment ça rentre en compte dans tes calculs ou c'est quoi que vous utilisez de ça pour mesurer? Tu sais, comment ça rentre en ligne de compte là-dedans? Ouais, ben c'est ça. Comme tu as dit, je suis pas en physique, mais je peux te l'expliquer parce que je comprends quand même bien. Donc, les gens en physique, pardonnez-moi si je fais des erreurs, mais nous, ce qu'on veut regarder, en fait, c'est la matière noire. On veut faire de la recherche sur la matière noire. Puis une façon de faire de la recherche là-dessus, c'est de regarder un peu comment les galaxies évoluent dans l'espace. Donc, ça, si tu as des questions plus spécifiques, je peux pas nécessairement t'aider, mais
En gros, ce que je comprends, c'est comment que les galaxies ou les amas de galaxies vont se disperser. Ben, on peut faire des conclusions sur la matière noire. Fait que, donc, nous, ce qu'on vient regarder, c'est l'effet de lentille gravitationnelle. Donc, je sais pas si tu as déjà eu des cours d'astronomie. Une lentille gravitationnelle, c'est quand, quand une étoile lointaine, la lumière d'une étoile lointaine, va être influencée par la gravité de quelque chose de plus proche, quelque chose de massif. Donc là, finalement, tu vas voir un peu la lumière se plier autour d'une masse. Donc, entre autres, on va voir une étoile, puis un anneau autour de l'étoile. Ça, c'est une étoile en arrière qui vient vers toi. Après, elle se fait tirer vers la gravité de cette étoile centrale-là. Puis, ça donne un anneau. Donc, c'est un peu une façon pour nous d'observer la matière noire. C'est en regardant les amas de galaxies, comment ils vont venir influencer la gravité de la lumière ou par effet de lentille gravitationnelle. Est-ce que c'est un concept qui est nouveau, ça? Parce que je sais que récemment, ça fait pas vraiment longtemps. Je pense que j'étais au cégep ou j'étais au début de l'université quand ils ont comme annoncé qu'ils avaient comme prouvé pour la première fois les ondes gravitationnelles. Est-ce que donc c'est un nouveau concept, cette étude-là, ou c'était déjà connu avant, puis les ondes gravitationnelles, c'est comme Je un pense autre que c'était sujet? déjà connu. Je suis pas certain. Ok. Mais je suis pas sûr c'est quoi la relation avec les ondes gravitationnelles. Mhm. Mais c'est vraiment un effet de gravité. Comme nous, on pourrait vivre, on est attiré par la masse. Ben, pour les choses extrêmement massives, comme des trous noirs, ça va venir même attirer la lumière. Mhm. Donc, c'est un peu ce principe-là. Donc, si vous voulez voir en ligne, ça s'appelle du weak gravitational lensing. Nous, on appelle ça nous, on regarde le weak gravitational lensing parce que, en fait, c'est différent du strong gravitational lensing. Donc, c'est moins des effets d'anneaux de lumière, mais c'est plus des petites étoiles qui vont être plus élargies par gravité, donc des choses comme ça. Puis, c'est ça que notre télescope va venir regarder. Et on a un focus sur les amas de galaxies. Ouais, comme tu as parlé tantôt, là. Exact. Dans le film, là, avec Accès Innovation, on aime souvent ça parler de film. On a une capsule film au Parfait. podcast. Je sais pas si c'est à lui que tu avais écouté, on avait parlé de film, mais puis on a même déjà parlé de ce film-là. Dans Interstellar, il y a un film dans lequel ils ont, de ce que je comprends, développé le modèle à ce moment-là le plus à jour d'un trou noir. Puis je pense qu'on peut voir un phénomène similaire à ça dans lequel on voit le trou noir aspirer la lumière. C'est peut-être pas Ça se exact. peut, ouais. C'est peut-être pas exactement ça. Puis là, je sais que ben là, c'est ça. Ce qui a rapport un peu à ça, c'est que récemment, ils ont montré que ils ont pris ben en fait, je dis récemment, ça fait un certain nombre d'années, là. Non, je sais plus c'était quand, là, mais c'est assez récent. Ils ont pris comme la première photo d'un trou noir dans laquelle on peut valider ce modèle numérique-là qui avait été développé pour le film Interstellar. Fait que c'est vraiment Ah, nice. intéressant. Ouais, c'est ça. Fait que je vais essayer de mettre des Ouais, images de ça. Interstellar, c'est un des bons films d'espace et d'aérospatial. Ouais. Mais c'est ça. Une façon d'observer un trou noir, c'est cool parce que la seule façon que tu peux observer un trou noir, c'est par la lumière qui est à côté du trou noir. Tu peux pas vraiment l'observer. Donc, souvent, tu l'observes par qu'est-ce qui rentre dans le trou noir. Juste avant que ça rentre, mais tu peux imager ça dans ton télescope. Donc, Ouais, t'as pas le c'est quand choix. même nice. Ouais, ben oui, vraiment. Est-ce que, là, on commence encore une fois plus à s'enligner vers la fin. Il y avait une des questions que je m'étais pris en note. Le Hindenburg, qu'on a parlé un petit peu tantôt, c'est relié un peu au Ouais. concept du ballon et tout. Y a-t-il des leçons apprises de ça qui ont, selon toi, influencé la conception du ballon que la NASA vous emprunte? Parce qu'on savait que dans Ouais. ce temps-là, de ce que j'avais cru comprendre, c'était comme commun, là. C'était comme un danger des ballons à l'hélium de même. Je pense que c'était à l'hélium, là. Mhm. C'était comme un danger qui prenne Ben, en feu, là, puis ça arrivait souvent là, qu'ils prenaient en feu. Là. C'était pas juste le Hindenburg. Là. mais en fait, le Hindenburg était aussi à l'hydrogène. Puis ça, c'est un des aspects qui a fait le désastre, c'est que l'hydrogène, c'est très inflammable. Donc, si tu as une spark de feu ou je sais pas trop exactement ce qui t'est arrivé, mais dès que tu as en tout cas, dès que tu Ouais, une as un spark, étincelle ou. l'hydrogène va être horrible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise pour les fusées spatiales, c'est que ça brûle vraiment, vraiment bien. Bref, les ballons de la NASA, eux, utilisent seulement de l'hélium, puis l'hélium, c'est pas combustible. C'est ça. Donc, c'est pas le plus sécuritaire, mais la NASA, ils ont en fait, moi, je parle de la NASA, mais ça peut être aussi
l'Agence spatiale canadienne à Timmins ou whatever, mais il y a un gros accès sur la sécurité. Puis ça part du projet, dès le début du projet jusqu'à la fin du projet. Nous, ça nous a pris des mois avant de juste décoller parce que il y a tellement pas de bureaucratie, mais un peu de paliers de sécurité à franchir. Juste dans le design du prochain télescope qu'on fait, il faut envoyer des rapports de 150 pages juste pour décrire notre design, faire des tests structurels, prouver en simulation que ça passe certains tests. Comme, entre autres, il y en a un notre capsule, c'est comme un peu un prisme rectangulaire. Ben là, ils disent, OK, tire sur un des coins de ton prisme rectangulaire avec 50 fois la force, ou mettons 10 fois la force qui va être appliquée sur du poids de ta nacelle. Fait que mettons au lieu de ta nacelle est 3000 livres, t'appliques 30 000 livres de force sur un des coins. Il faut que ça passe le test structurel. Hein. Ça, c'est un exemple. Aïe, aïe. Donc, il y a beaucoup d'accès, il y a beaucoup de... c'est beaucoup axé sur la sécurité. Ouais, la sécurité. Puis, c'est pour ça aussi qu'on part de la Nouvelle-Zélande puis de l'Antarctique. On a d'autres missions qui sont parties de l'Antarctique. C'est parce que si ça tombe, soit que ça tombe en Antarctique ou que c'est inhabité, ou ça tombe dans l'océan. Donc, c'est ça. Moins de chance de pogner des gens, plus sécuritaire. Tous ces tests-là me semblent vraiment sains d'esprit. Ils me semblent vraiment logiques à faire. Parce que, tu sais, j'aurais pu m'imaginer que, tu sais, là, on est vraiment, là, ça change un petit peu de sujet avec ça, mais on est comme dans le craze des extraterrestres en ce moment, là, pour ceux qui regardent un peu les nouvelles, tu sais, ben, ça fait longtemps, là, ça fait un certain nombre d'années, tu sais, qu'il y a des reliés au Pentagone, puis là, ils ont fait un hearing aux États-Unis et tout. Est-ce que l'armée américaine ou est-ce que la NASA ou est-ce que dans le fond, toutes les normes auxquelles vous êtes assujettis, est-ce qu'il y a là-dedans des mesures de sécurité plus au niveau de l'espionnage? Est-ce qu'ils ont des craintes que vous pouvez prendre des photos de ça, des photos satellites de ça illégales? De ça, c'est-tu réglementé, ça, ou peut-être pas vraiment? Ben, c'est quand même réglementé. C'est juste à la NASA en général, si tu es Canadien, tu peux pas travailler pour la NASA. Tu comprends? C'est très strict parce que la différence entre une fusée et un missile, c'est le système de contrôle. C'est où? Tu comprends? Il n'y a pas une grosse différence. Fait que c'est très réglementé. Puis même dans notre projet, il y a un des gars dans mon lab, justement, qui vient du Pakistan. Puis lui, tu sais, les Canadiens, c'était correct. Mais lui, s'il voulait aller on base, il fallait qu'il y ait un escorte. C'est un employé de la NASA qui va le suivre constamment où qu'il va. Aïe, aïe. Fait que, par exemple, ça, c'est un aspect comme un peu politique, j'imagine. Vu qu'il vient du Pakistan, ben, il doit se faire suivre par un escorte de la NASA. Puis tout le monde trouve ça cave, tout le monde trouve ça niaiseux, mais c'est un peu une façon un peu d'espionnage parce que c'est ça. Fait que là, il était bien ami avec la fille de la NASA qui le suivait. C'est quand même drôle. C'est sûr que c'était un peu drôle. La fille qui le surveille constamment, c'est quand même drôle. Puis je comprends en même temps, là, c'est ça, ils développent des trucs de haute technologie, des armes. C'est ça, tu sais. Je comprends un peu, c'est des fonds publics, il y a comme plein d'affaires derrière ça. Fait que pour revenir un peu au sujet principal, moi j'avais pas mal posé toutes les questions que je vais te poser, à part peut-être juste pour terminer, comment toi, c'est quoi le futur un peu de ton implication là-dedans? On sait là que tu travailles donc sur la deuxième itération du ballon télescope, une version qui est plus grande, qui va être un petit peu mieux, fait que toi tu travailles à améliorer ça dans le fond, puis c'est prévu quand le lancement, mettons, puis qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, ben souvent ces projets-là, c'est des projets qui vont sur 10 ans, mettons. Superbit a commencé comme en 2012, quelque chose comme ça. Donc, moi, je vais sûrement pas voir la fin du projet pour la prochaine itération. Donc, puis aussi, je fais ma maîtrise. Donc, souvent, les maîtrises, c'est de pas mal plus petite envergure. Donc, je vais terminer mon projet qui est un peu précurseur au design optique. Puis après Superbit, là, Superbit est complètement détruit, donc on peut pas le réutiliser. Okay. Parce qu'en fait, c'est une autre affaire qu'on n'a pas parlé, mais la NASA comment tu appelles ça? On l'a descendu en Argentine, parce que proche de l'Antarctique, il y a l'Argentine. Donc,
il est tombé en Argentine, il a été complètement explosé. OK, Mais, intentionnellement explosé ou on a juste fait un non, non. accident dans les... Ben, les deux, en fait, c'est sûr que quand tu tombes de 30 km, il va y avoir des pertes, là. Ouais. Mais nous, ce qu'on voulait recouvrir, tu sais, on savait qu'elle allait être détruite, mais on voulait recouvrir les, euh, les puces de data, un peu, Mhm. d'informations. Donc, on les a recouverts. OK. Mais bref, le prochain projet, ça va être de construire la prochaine itération. Il y a même des, il y a même des gens dans mon lab qui ont commencé une startup, donc ça va probablement avoir à faire avec eux. Si tu veux regarder, c'est StarSpec Technologies. Bref, c'est deux gars dans mon lab qui ont commencé leur startup, puis ils font des contrats spatiaux, ils ont des contrats de plusieurs millions de dollars, donc ça marche super bien. Donc notre prochaine itération va probablement avoir affaire avec eux. Hmm. Euh, Puis ça va être sûrement dans quelques années qu'on va avoir notre premier lancement. Souvent, on commence un lancement au Canada à Timmins. Après, on en fait avec la NASA. Donc, ça dépend tout le temps de ce qui est disponible. Ouais. Ben parfait, ça, ouais, on va suivre ça, tu sais, puis je suis content aussi ça que tu mentionnes, ça, des gens que tu connais qui ont un startup et qui vont avoir une implication avec ça, fait que je vais m'essayer de les contacter, peut-être qu'on va pouvoir avoir un suivi là-dessus, puis en même temps, peut-être plus encore, là, fait que ouais, merci pour ce name drop, c'est vraiment intéressant. Parfait. Ça fait pas mal de tour, donc, pour moi. Puis Ouais. avec cette belle conclusion là, que tu viens de nous apporter, c'est vraiment intéressant. Puis ben là, c'est sûr, je voulais te souhaiter la bonne chance dans la Bien, merci. conclusion, la continuité de ta maîtrise et peut-être après Mhm. le doctorat. On a une Peut-être. tradition. Xavier Garand, qui était venu pour la maîtrise, était venu après pour son doctorat. Fait que là, C'est vrai. je ne veux pas mettre d'attente, mais Ben, c'est écoute, voilà. si je suis rendu au doctorat, je vais t'écrire. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Mhm. Merci encore une fois donc d'être venu. Ben, merci de l'invitation. Puis si jamais les gens qui écoutent veulent nous suivre, on a une page Instagram, c'est superbit.telescope. Donc, vous pouvez nous suivre là. Et c'est ça. Il y a plein d'images de l'espace, de ce qu'on a pris en photo, de la mission. Donc, c'est super intéressant. Excellent. Je vais essayer de mettre le lien dans la description pour cette page Instagram-là qui est effectivement fascinante. Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.